On a encore 28 minutes à passer ensemble sur deux sujets sur la preuve à suffisance. Comment le débat sur la Côte d'Ivoire et le Mali est aussi intéressant. Après avoir été condamné par un tribunal militaire, nous sommes au Cameroun. Olivier Boubou Nissak, porte-parole du parti du président Maurice, de l'opposant, j'allais dire Maurice Kanto, et Alain Fogué, étant 5 autres militants de l'opposition, ont vu leur procédure en appel commencer ce jeudi 15 septembre à Yaoundé, la capitale. Tous ont été arrêtés dans le cadre des marches de septembre 2020. Firmete Kouagbo, nous vous retrouvons le procès de ses proches de l'opposant Maurice Kanto a commencé à Yaoundé. Bon, ce qu'on souhaite, ce que les politiciens ou Maurice Kanto va souhaiter, c'est qu'ils recouvrent leur liberté, parce que ça fait déjà 2 ans qu'ils sont en détention parce qu'ils ont contesté la réélection du président Paul Biya. Ils manifestaient. Ils manifestaient. C'est une manifestation politique. Toute l'histoire est politique. Alors, ce qu'on va demander à Paul Biya, moi je l'appelle souvent Papa Biya parce que c'est quelqu'un qui approche déjà 90 ans. Est-ce que c'est le problème de Paul Biya ou bien le problème de la justice camerounaise? Non, écoutez, vous allez parler d'une justice indépendante au Cameroun. En tout cas, moi je l'ai toujours dit là, aucune justice n'a jamais été indépendante dans ce monde, de par le monde. Ce que moi je demande, c'est qu'on libère ceux-là. C'est Paul Biya et ses ministres qui maintiennent toujours ces militants en détention. Mais la meilleure des choses, c'est qu'on libère. Et puis, Maurice Kanto ne voudrait pas qu'on les juge. C'est pour cela qu'il est arrivé au procès en retard. Parce qu'il sait que s'il n'arrive pas là, puis c'est lui qui est leur avocat. S'il arrivait à temps, peut-être on allait enclencher le procès véritablement. Toute la procédure allait être concrètement enclenchée. Et puis, on allait peut-être les condamner en 2 temps, 3 mouvements. C'est pour cela qu'il est venu au tribunal, très en retard, et on a reporté. Peut-être avec le temps, on va faire que reporter. Parce que on va les condamner à combien, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça va être un peu plus compliqué aussi pour lui, parce que ce sont les membres de son parti. Si on les condamne maintenant, ça va déstabiliser tout le parti et ça déstabilise toute l'opposition, parce que vous savez que Maurice Kanto, c'est une figure emblématique au Cameroun. La meilleure des choses, c'est qu'on libère. Vous savez, en Afrique, c'est devenu monnaie courante, donc c'est des choses qu'on vit tout le temps. Il va falloir qu'on change de paradigme, parce qu'on en est déjà fatigué, et puis on se moque de nous lorsqu'il y a toujours de ces situations-là. Alors, Constant Lemou, il faut dire que les avocats dénoncent des incongruités dans le dossier du jour. C'était le jeudi passé, le 15 plutôt septembre à Yaoundé au Cameroun. Quand on voit l'acharnement, on sait également que l'opposant lui-même avait passé quelque temps en prison. L'opposant Maurice Kanto. Maintenant, ce sont ses proches. Oui, tous sont dans le même panier aujourd'hui. Allumez le micro, s'il vous plaît. Ouais. Je disais, tous sont dans le même panier aujourd'hui, accusés, susceptibles d'être condamnés pour des faits d'actes répréhensibles, mais dans un cadre de manifestation politique. Ce jeu se retrouve partout en Afrique. Et c'est important que les mentalités évoluent. Alors, si Maurice Kanto et ses collaborateurs ou ses compagnons de lutte se retrouvent accusés de destruction, d'actes condamnables par, disons, sous l'angle pénal, disons. En réalité, ils étaient dans un cadre de manifestation d'une certaine opinion politique. Mais est-ce que la manifestation de l'opinion politique doit donner lieu à des actes de destruction de matériel, de propriété, ainsi de suite? A contrario, est-ce que ces hommes politiques avaient un intérêt particulier ou personnel à aller détruire un bien? C'est sur ces questions que les deux parties devraient s'entendre pour ramener le jeu. Sauf que le pouvoir en place
voyant monter en puissance l'opposition, susceptible de gagner ou de réduire l'influence du parti au pouvoir, je pense que ce dernier trouve que c'est une occasion d'essayer de casser cette dynamique de la montée de l'opposition. Maurice Kamto est une figure emblématique de la politique camerounaise. Et si jamais les prochaines élections sont organisées dans les règles de l'art, le parti au pouvoir... Les récentes même, les gens disent que c'est lui qui avait gagné. Voilà. Donc, ce n'est un secret pour personne que le procès, ou du moins les avocats d'une part et d'autre, défendront des positions dessous. Les positions dessous. Le parti au pouvoir ou le procureur va défendre des actes de délit condamnables par la loi, non pas parce qu'ils sont des hommes politiques, mais les avocats de la défense, naturellement, vont démontrer qu'ils sont poursuivis pour leur opinion politique. Et si jamais ils sont condamnés, ils deviennent des détenus politiques et non des détenus de droit commun. Voilà le terrain sur lequel le procès va se situer. Mais alors, est-ce que les hommes politiques vont parvenir à un accord? On ne sait pas. Mais attention, il faut lire aussi l'environnement politique régional. Nous avons vécu les cas récents au Sénégal, où le meneur, disons, la figure de proue était sous sanction. Ouais. La liste des titulaires a été invalidée, mais les résultats sont là. On l'a vu. Les résultats sont là. Imaginons un tout petit peu que toutes ces figures qui étaient sous le coup de la loi aient participé librement à ces élections. Aujourd'hui, le pouvoir sénégalais serait en difficulté sérieuse. C'est la même chose qui est en train de se pointer à l'horizon au Cameroun. Et le parti au pouvoir a forte crainte que l'opposition donne du fil à retordre. Et cette affaire judiciaire est une occasion idéale pour le parti au pouvoir d'essayer de casser l'opposition. Mais alors, il faut vraiment une véritable stratégie. Sinon, ils vont condamner ces hommes politiques, mais ils vont réussir à les rendre encore plus populaires. Parce que le pool au sein de la population doit être sérieusement mesuré. De sorte que la décision judiciaire ne puisse susciter autre chose que ceux qui s'attendent. Surtout, peut-être Olivier Bobo-Lissac, porte-parole du MRC et de Maurice Kamto, grand orateur. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et puis Alain Foguet, qui est le trésorier général du parti. Ils sont condamnés en première instance à 7 ans de prison. Madame Dadonora Noviekou, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ces deux messieurs? Sans oublier les autres, hein. Leur sanction s'échelonne de 6 ans de détention à autre. Alors, on l'a dit, hein, à chaque fois quand il y a une situation politique, c'est très compliqué de pouvoir être objectif. Parce que condamner, d'accord, mais pour quel, pour quel fait et pourquoi ces faits se sont produits. Donc, il est important, je crois, pour les gouvernants à un moment donné aussi, d'essayer d'être un peu juste dans la gestion de la gouvernance des États. Aujourd'hui, oui, peut-être ils ont le pouvoir de pouvoir emprisonner et tout, mais la question est-ce que ces personnes qu'on emprisonne pour autant sont fautifs? Est-ce que la liberté d'expression, elle est-elle garantie? Est-ce qu'en fait, on veut une gestion participative de la gouvernance ou non? Et là, ça me pose un souci. Est-ce qu'il n'y a pas besoin peut-être de revoir le système de gouvernance en Afrique? Comme ça, on sait que il n'y a pas à compétir et puis c'est bon. Parce que s'il y a compétir, alors que cette compétition soit transparente, libre et qu'il n'y ait pas de frustrés. Ici, c'est ça se répète pratiquement dans tous les pays. Il y a des frustrations et les gens manifestent. Après, on va lister tout un ensemble de charges contre ces personnes.
Après, voilà, c'est les emprisonnements, mais est-ce que ça garantit ou ça renforce le lien social? Non. Et donc, étant dans une situation politique, la gestion ou bien de ces genres de situations ne doit pas être que politique, non, ne doit pas être que juridique, mais plutôt politique. Ça veut dire qu'il faut apprécier et voir qu'est-ce qui nous permet en fait d'avancer ensemble et de mieux avancer ensemble tout en faisant le bilan, tout en tirant les leçons, tout en étant objectif, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui nous manque. Il y a des coups de force. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que ceux qui sont dans l'opposition, quand il y a à manifester, il faut faire des dégâts, non plus. Oui. Et donc, c'est là aussi qu'il faut en appeler à la responsabilité et au civisme des militants qui parfois aussi, oui, parce qu'il y a l'émotion, il y a l'euphorie, et puis voilà, on casse tout alors qu'en fait, c'est des biens publics. Donc, c'est un ensemble de choses, en fait, qui malheureusement donnent ce qu'on a là comme situation. Donc, si on peut espérer quelque chose, c'est espérer que, comment dire, une solution à l'amiable, je vais le dire ainsi, soit trouvée et que ça n'amplifie pas, que ça n'enforce pas plus le pays. Mais comme Constant l'a dit, s'ils sont emprisonnés, ils sont encore plus populaires parce qu'ils sont déjà populaires. Donc, la gestion de nos États aujourd'hui, ça pose un problème parce qu'il y a trop de frustrés. Et ils sont accusés pour actes de révolution, de rébellion et attroupement. Oui, 30 secondes. Non, je voulais ajouter juste un petit truc, juste pour amplifier un peu ce que Nora Novieko a dit tout à l'heure en parlant de gouvernance et de responsabilité. Moi, je me pose juste une question. Est-ce qu'on pourrait éviter ces situations en Afrique un jour? Est-ce que ça pourrait être évité dans la mesure où ceux-là qui sont au pouvoir veulent toujours conserver le pouvoir. Ils se servent du juridisme pour régler le problème. Le juridisme parce que, vous savez, il y a une loi, c'est comme il y a un article dans la charte des partis du Togo qui dit ceux qui organisent les manifestations portent la lourde responsabilité des victimes que les manifestations ont faites. Donc s'il y a ce test-là, et ce test-là existe dans presque tous les pays africains, quand il y a de ces tests-là et que vous organisez des manifestations, quoi que vous puissiez faire, vous pourrez, du moment où il y aura des dégâts et autres, vous serez coincé d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, il y a une différence, il faut qu'on le dise, parce que Nora a parlé de responsabilité. Et c'est c'est le distinguo que nous n'arrivons pas à faire. Il y a un délit d'opinion, un délit de droit commun. Du moment où on autorise une manifestation politique, ça veut dire qu'il y a une liberté d'opinion, liberté d'expression. Là, le gouvernement ne porte pas atteinte à votre liberté d'opinion. Et maintenant, si par exemple la manifestation était interdite ou on vous empêche d'exprimer votre opinion ou on vous arrête, là, on porte atteinte à votre liberté d'expression. Maintenant, si on vous autorise une manifestation et que dans cette manifestation, dans la libre exercice de votre liberté d'opinion, vous cassez, vous détruisez, il y a voie de fait destruction des biens publics et privés. Et là, on vous sort du terrain de délit d'opinion, on vous tasse de délit de droit commun. Et là, en réalité, la liberté d'expression ne vous couvre plus. Vous êtes considéré comme un prisonnier de droit commun. C'est le distinguo qu'on n'arrive pas à faire. Et en touchant, on dit, on est détenu politique, on est détenu alors qu'on est loin de l'être. Au Togo, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Majesté Ouatteba, a visé l'opinion d'une escroquerie relative à des propositions des offres de bourse pour l'étranger. Par un communiqué en date du 14 septembre 2022, l'autorité annonce que la structure indexée se nomme OAPEC, Organisation africaine pour l'éducation et la culture, et est dirigée, il a dit, par un certain Tété Yao Seirab. Alors, je vous lis une partie de sa sortie. Il a constaté qu'une association dénommée Organisation africaine pour l'éducation et la culture, dirigée par un certain Tété Yao Seirab, propose aux étudiants togolais des offres de bourse pour l'étranger, a écrit le ministre. Alors, Constant Lemo, on vous retrouve. On a vu récemment la sortie du gouvernement togolais. On était très contents, surtout sur les conditions posées pour avoir ces bourses d'études. Mais derrière, selon le ministre, il y a des gens aussi qui essaient de faire quelque chose. C'est quoi concrètement? Le gouvernement a la lourde responsabilité d'assurer l'éducation des citoyens, la scolarisation des jeunes. Et le ministre Iou est dans cette logique de protéger les jeunes et d'éviter aux parents des investissements infructueux
et surtout sous l'angle d'escroquerie, comme le ministre a qualifié les actions de l'organisation en question. Nous savons ce que le ministre a publié comme condition d'accès aux bourses. C'est vrai, il y a matière à débattre. Il y a matière à débattre dans la mesure où si on demande aux candidats à la bourse pour les études à l'étranger de signer l'engagement de revenir travailler au Togo, il y a nécessité de garantir à ces diplômés de l'extérieur de revenir travailler effectivement, de trouver du travail et de travailler effectivement. Alors, est-ce que le ministre de l'enseignement supérieur, qui est responsable donc des études supérieures, si je me répète, a discuté avec le ministre en charge de l'emploi pour garantir à ces jeunes qu'à leur retour, ils vont travailler? Est-ce les conditions de création des entreprises sont remplies de sorte que ces diplômés trouvent l'accompagnement nécessaire, s'installent et produisent de la richesse? Alors, si ces conditions sont réunies, est-ce que c'est seulement à l'endroit des diplômés des universités extérieures, ceux qui ont bénéficié de l'argent du contribuable pour financer leurs études? Est-ce que c'est pour eux seulement il faut garantir cela? Est-ce qu'il y a une condition que les sortants des universités du Togo doivent prendre un engagement à travailler au Togo à leur sortie du cycle de formation en licence, en master, en doctorat? Parce que, sans bénéficier d'une bourse, le contribuable investit dans le fonctionnement des universités, dans l'éducation et la formation de ces jeunes. Alors, il y a lieu que le gouvernement dans son ensemble s'appesantisse sur cette question d'emploi ou d'obligation aux diplômés de revenir travailler au pays. On serait très content que ce soit tous les bacheliers qui postulent aux études supérieures, que ce soit au plan national ou étranger, qu'ils prennent l'engagement de travailler au Togo. Autrement dit, ça sous-entend que le gouvernement garantit les chances de trouver du travail à tous les diplômés de l'enseignement supérieur. C'est la meilleure nouvelle que nous attendons du professeur Majesté Yu Wateba, pas seulement ceux qui bénéficient des bourses pour étudier à l'étranger. Maintenant, celui qui s'occupe du placement des étudiants à l'étranger et qu'on trouve qu'il est un escroc. C'est vrai, les tests de l'enseignement supérieur ne réservent pas l'exclusivité de faire inscrire les étudiants togolais dans les universités étrangères. Les parents qui ont les moyens et qui sont renseignés ou qui ont le moyen de se renseigner, de faire inscrire leurs enfants à l'étranger, ne demandent pas forcément l'avis des autorités de l'enseignement supérieur. Ils le font. Qu'une organisation s'investisse dans ce cadre, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je trouve que le professeur a pleinement raison et dans son rôle de protéger les jeunes Togolais dans cette aventure de se faire inscrire à l'université, dans les universités extérieures, mais surtout sous la protection des autorités et du gouvernement du Togo. Selon le ministre, cette association qui sillonne les établissements scolaires les demande la liste de leurs meilleurs étudiants, soi-disant être en partenariat avec les universités au Maroc, en Suisse, au Sénégal, etc. Révèle pure et simple d'une escroquerie. Pour finir, le ministre tient à informer les étudiants, les parents d'étudiants et les établissements scolaires qu'il décline toute sa responsabilité devant cette pure et simple escroquerie orchestrée par cette organisation mal intentionnée. Il compte sur la vigilance
de tous. Le ministre va très loin, cela veut dire peut-être qu'il a des preuves. Bon, c'est sûr qu'il ne peut pas faire une déclaration pareille s'il n'a pas des éléments. Maintenant, moi je ne connais pas la structure. Il faudrait peut-être aussi chercher à voir au fond quels sont, je dirais, le fonctionnement de cette structure et elle existe depuis combien d'années pour apprécier. C'est bien, on prend note de ce que le ministre a dit, il attire l'attention des parents, c'est une veille citoyenne, mais parallèlement, cherchons à voir qui est ce TT CIRAM et comment il fonctionne avec cette structure. Est-ce qu'il a déjà eu de faire des recherches? Voilà, il faut faire des recherches pour comprendre. Est-ce qu'il a déjà eu à placer, à gérer ou bien l'installation d'un certain nombre d'étudiants togolais à l'étranger? Si oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il faut avoir des témoignages en fait. Donc je ne peux pas trancher comme ça, mais je considère que quand même, il a fait un travail de veille. Maintenant, il faut aller voir, est-ce qu'effectivement, le monsieur dont on parle, comment dire, est en cause. C'est ça. Je n'ai pas des éléments pour apprécier si la note sortie, comment on dit ça, si les arguments avancés, voilà, sont vérifiés. Mais on constate quand même qu'il a attiré l'attention. Voilà. Oui. Maintenant, on sait aussi que parfois, il y a des situations où c'est d'autres choses qui sont cachées et on amène d'autres arguments sur sur le plateau. C'est pourquoi je dis, c'est bien, c'est une veille citoyenne. Aux parents de vraiment rester éveillés, parce que je sais que depuis un moment, beaucoup de parents font partir leurs enfants. Juste après le bac, pour certains, d'autres après la licence, parce que des fois, c'est la qualité de l'éducation sur le pays, ils pensent que c'est pas bien. D'autres fois, c'est les opportunités de travail qui ne sont pas là, dont il faut aller chercher ailleurs. C'est pas mal d'éléments. Maintenant, est-ce qu'on peut aussi contenir tous les étudiants, tous les apprenants sur le territoire? Je ne pense pas. Objectivement, je ne pense pas. Parce que ceux-là qui partent, ils font d'autres, je dirais, d'autres expériences. Et ces expériences, ça les renforce. Mais de l'autre côté, ils investissent après. Il ne faut pas oublier ça. Il faut juste voir tous les monogrammes qui rentrent dans ce pays, les RIA et tout. La plupart, c'est les jeunes qui sont partis à l'étranger et qui finalement ont commencé à travailler là-bas. Donc, est-ce qu'on peut garantir l'emploi à tout le monde? Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas une raison pour ne pas améliorer ce secteur-là de l'emploi. Alors, vous connaissez Tété Yao Seiram, vous êtes quand même le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Vous avez dit que je suis responsable du Centre de recherche, donc je fouille. Le directeur. Donc je fouille, je fais des recherches, parce que c'est le ministère qui vient de nous faire découvrir ce nom. Je n'ai jamais eu écho de l'existence d'un tel responsable. Mais le communiqué, ça me fait un peu réfléchir. Si le ministre est parvenu à sortir ce communiqué, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Et que des gens peut-être ont eu à perdre beaucoup d'argent dans cette affaire. Sinon, sans plainte et sans perte de sous, ils n'ont jamais eu ce communiqué. C'est parce que peut-être il y a eu des choses qui ont été constatées sur le terrain. Et peut-être que des gens sont allés peut-être en Europe ou dans ces pays cités et qui n'ont pas été satisfaits. Donc peut-être c'est ça. Donc s'il y a de telles situations, donc peut-être on aurait peut-être un petit mot ajouté à ce communiqué, nous aurait éclairci davantage. Et aussi, si le ministre, le gouvernement, je dis le gouvernement, est parvenu à qualifier cette situation d'escroquerie, alors quel est le sort qui est réservé à Tété CIRAM? Parce que quand on parle j'allais poser cette question. Quel est le sort qui lui est réservé? Parce que le gouvernement a déjà constaté un acte d'escroquerie. Est-ce qu'il est au pays ou bien est-ce qu'il est au pays, tout ça? Donc quand on parle d'escroquerie, ça veut dire que peut-être sur le plan de la sécurité, il y a des enquêtes qui sont déjà ouvertes et que peut-être des actions sont en mouvement. Donc s'il n'y a pas de telles choses, c'est comme le truc est suspendu en l'air et on ne sait pas ce qui se passe et ce qui se passera après. Parce qu'on parle c'est un État qui constate une escroquerie. Donc, est-ce qu'on va laisser comme ça, on va laisser CIRAM rester comme cela? Je ne pense pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense que le communiqué a été sorti, mais peut-être il n'y a pas encore un travail de fond qui a été fait derrière. Vous savez, Nora Nouvier quoi dit quelque chose, les gens ont envie de partir, de quitter le pays.
Les parents sont fatigués. C'est par rapport aussi peut-être à la qualité de l'enseignement. Ça veut dire à ce niveau aussi, l'État a un peu échoué. Donc que l'État revoie ses offres de formation et que l'État garantisse véritablement de l'emploi ou mette en place les conditions minimales qui puissent permettre de créer des emplois et permettre d'embaucher les jeunes. Et là, les gens ne seront plus trop enclins à quitter le pays. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir tous sur ce plateau, mes chers amis. On a parlé du Nigeria, perte du statut de premier producteur de pétrole en Afrique. On a également parlé de la Côte d'Ivoire et ça a été très intéressant. Affaire des 46 militaires, le président Alassane Dramane Ouattara demande une réunion de la CEDEAO. Cameroun, le procès des militants du MRC, le parti de Maurice Kanto, et puis Togo, le ministre Iou Ouatiba avise l'opinion d'une escroquerie relative aux bourses d'études pour l'étranger. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Michel. J'espère que je serai beaucoup plus fréquent et on va suivre de près cette rencontre de la CEDEAO. De la CEDEAO. Et je vais inviter Firmet Kouabou. Je pense bien que Ouattara cherche à ne pas perdre la face devant Goïta. On verra le duel. Et oui. Moi, je crois, c'est pas une question de soutenir Ouattara, mais je pense que Ouattara est plus logique que Goïta. Goïta ne veut pas comprendre comment évolue la scène diplomatique. Laissons le duel se produire. Chroniqueur politique et directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmet Kouabou. Merci beaucoup également à vous, Madame Dado Nora Noviekou. Passez souvent nous voir, Madame. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. On dit également merci à nos chers amis Scotty à l'émission Regard Croisé. Merci infini pour vos apports. On se retrouve donc la semaine prochaine. C'est toujours avec ce grand plaisir. Bon week-end à tout le monde.